What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Un salon de Genève qui ne restera pas dans les annales, la nouvelle Renault 5 électrique enfin dévoilée et bientôt sur la route, la Renault Scénic électrique élue voiture de l'année, la nouvelle MG3 qui vient jouer les trublions sur le marché de l'hybride compact, et enfin MG qui présente deux nouvelles berlines électriques haut de gamme. Voilà pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout. Nous retrouverons aussi l'interview du fondateur de Renboo, une start-up qui a trouvé un créneau original et prometteur dans le secteur de l'électromobilité, et l'essai de la semaine, celui de la Peugeot E3008. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 106 du 2 mars 2024. L'actu de la semaine. Le célèbre salon automobile de Genève a rouvert ses portes cette semaine après une pause due à la pandémie, une longue pause de plusieurs années. Cependant, l'enthousiasme est éclipsé par la déception. Cet événement jadis prestigieux semblant avoir bien du mal à trouver un nouveau souffle. Le salon, autrefois imposant avec ses 7 immenses halls, est désormais réduit à seulement 2 halls, suscitant des inquiétudes quant à sa vitalité. Avec moins d'une dizaine de marques automobiles présentes, la liste des exposants est loin de son apogée. Malgré une tentative de revitalisation, le salon n'a pas pu retrouver sa grandeur d'antan. Cependant, Renault tire son épingle du jeu en présentant la très attendue Renault 5 ou R5 et en remportant au passage le titre de voiture de l'année avec la Renault Scénic E-Tech électrique. Toutefois, cette édition du salon peine à regagner sa renommée mondiale. Les efforts pour attirer les visiteurs sont contrariés par des billets presque 2 fois plus chers, des créneaux horaires stricts et une surface d'exposition réduite. Alors que le GIMS pour Geneva International Motor Show célèbre son centenaire, l'objectif de 200 000 visiteurs semble hors de portée. Il faut savoir que dans les précédentes éditions, au mieux de sa forme, le salon attirait plus de 600 000 visiteurs. Un chapitre qui ne restera probablement pas dans les annales pour un événement qui fut autrefois le joyau des salons automobiles internationaux. Rappelons que le salon de Genève se tient au centre de congrès et d'exposition Balexpo du 26 février au 3 mars. Renault a finalement dévoilé la tant attendue Renault 5 électrique, ou R5, suscitant enthousiasme et premières impressions. Le modèle extérieur reste fidèle au concept, avec une silhouette musclée néo-rétro et des caractéristiques empruntées à la mythique Renault 5 de 1972. Les dimensions compactes de la voiture, 3,92 m de long, offrent une alternative maniable. À l'intérieur, la R5 marie modernité et rétro, avec des sièges évoquant la R5 Turbo et fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. L'habitabilité, bien que correcte, est adaptée à un gabarit plus raisonnable. Sur le plan technique, la R5 inaugure la plateforme Ampere Small, dérivée de la plateforme thermique de la Clio, visant à réduire les coûts. Elle propose une batterie de 52 kWh, offrant une autonomie de 400 km, couplée à un moteur de 110 kW. Ultérieurement, une batterie de 40 kWh offrira environ 300 km d'autonomie avec des variantes de moteurs de 70 kW et 90 kW. Le modèle est équipé d'un chargeur 11 kW en série et la batterie de 52 kWh permet une recharge en courant continu jusqu'à 100 kW. Une caractéristique notoire est la fonction bidirectionnelle du chargeur embarqué 11 kW sur une partie de la gamme, permettant des fonctions V2L et V2G, V2L ou V2J comme vous voulez, c'est-à-dire la possibilité de redistribuer de l'énergie à partir de la voiture vers des éléments extérieurs. La R5 propose également des assistances à la conduite haut de gamme et un équipement standard tel que les optiques LED, un écran de 10 pouces 1, l'accès main libre et des jantes de 18 pouces. Bien que le prix de départ soit estimé à environ 25 000 €, le lancement initial proposera la batterie de 52 kWh avec le moteur de 150 chevaux dans les finitions hautes Techno et Iconic 5 ou Iconic 5. Les commandes devraient débuter cet été avec des livraisons prévues pour octobre. En dépit de quelques réserves sur l'intérieur, la R5 électrique semble prometteuse, fusionnant éléments rétro et innovation technique, et en tout cas elle semble avoir fait l'unanimité auprès des observateurs sur place, y compris nos propres journalistes. Une journée plutôt riche pour Renault alors que la nouvelle génération du Scénic, entièrement électrique, a remporté le prestigieux titre de voiture de l'année pour 2024 lors de l'ouverture du salon de Genève. Le Scénic électrique a conquis le jury composé de journalistes européens avec un total impressionnant de 329 points. La concurrence n'était pas loin avec la BMW Série 5 et sa version électrique i5 obtenant respectivement 308 points. Une victoire significative pour Renault marquant son retour au sommet depuis 2006, année de la dernière récompense avec la Clio 3.
Cette consécration récente pour la France remonte à 2020 avec la Peugeot 208 et Peugeot avait également été honoré avec la 308 en 2014 et le 3008 en 2017. La nouvelle génération du 3008, présentée en version électrique cette année, a terminé honorablement à la 3e place avec 197 points. Le classement se poursuit avec les Kia EV9, le gros SUV, le dernier SUV de Kia avec 190 points, la Volvo EX30, la BYD Seal et la Toyota CHR. Une autre marque a fait parler d'elle à Genève cette semaine, le chinois MG. La nouvelle MG3, récemment dévoilée au Salon de Genève, s'annonce comme une citadine hybride intéressante, rivalisant avec la Renault Clio. Propulsée par une motorisation hybride de 195 chevaux, elle combine un moteur essence 1,5 litre de 102 chevaux avec un bloc électrique de 136 chevaux, surpassant les performances de la Clio E-Tech. La MG3 affiche une allure élégante avec des éléments empruntés à la MG4, une petite MG4 en fait, avec une longueur de 4,11 m. À l'intérieur, la planche de bord est équipée d'une instrumentation 7 pouces et d'un écran tactile de 10 pouces 25. Dotée d'un coffre de 283 litres, la MG3 mise sur un prix agressif, attendu sous les 20 000 €. L'arrivée dans les concessions est prévue pour cet été. Mais la MG3 n'est pas le seul nouveau modèle présenté par le constructeur chinois à Genève. MG a en effet dévoilé 2 berlines haut de gamme, la IML6 et la MG9. Alors la IML6 est d'abord un concept de berline 100% électrique, c'est d'abord un concept, elle n'est pas encore sur les routes, qui va marquer l'entrée du constructeur SAIC Motor, donc qui est la maison mère de MG, en Europe avec sa nouvelle marque IM pour Intelligent Mobility. Cette berline haut de gamme permet une expérience de conduite premium grâce à des technologies de pointe. L'IML6, première mondiale du salon, se distingue par des performances impressionnantes. Alors on va toujours nous ressortir un petit peu le même baratin qui atteint le 0 à 100 en moins de 3 secondes, qui offre une autonomie qui va dépasser les 600 km, blablabla. Prévu pour 2025, la gamme IM comprendra des berlines statutaires et des SUV haut de gamme, mettant en avant les avancées technologiques, les aides à la conduite, les services connectés et les groupes motopropulseurs de pointe de SAIC Motor. Et MG a aussi dévoilé une limousine électrique imposante, la MG9. Alors là, on n'est plus dans le concept, mais dans la réalité, ainsi qu'un SUV qui correspond à cette berline sur la même plateforme, le MG S9. En s'inspirant de la stratégie de Tesla, MG élargit sa gamme avec des duos de modèles, à l'instar de la Model 3, Model Y et Model S, Model X de Tesla. La MG9 EV, limousine électrique, mesure près de 5 mètres de long avec un empattement de 3 mètres, une largeur de 1,95 m et une hauteur de 1,49 m. Propulsée par une batterie de 90 kWh, elle offre une autonomie homologuée de 505 km selon le cycle WLTP, avec une puissance de 400 kW, soit 544 chevaux. En parallèle, le SUV MG S9 EV affiche une longueur de 4,90 m, donc un petit peu plus court, un empattement de 2,95 m, une largeur de 1,92 m et une hauteur de 1,66 m, et il est équipé d'une batterie lui aussi de 90 kWh qui lui assure une autonomie estimée à 536 km. La puissance atteint 340 chevaux, donc moins puissant, ce qui explique peut-être aussi une meilleure autonomie. On connaît déjà bien MG et on est impatient de découvrir ces modèles. On ne peut s'empêcher quand même de penser que la stratégie des constructeurs vis-à-vis de leur gamme électrique est un petit peu étrange, puisque là, MG, je trouve, sème un peu la confusion en annonçant en même temps une berline qui est un concept, qui est censé présenter l'avenir de la marque sur ce type de véhicule, et présente en même temps une MG9 qui n'est pas un concept, mais dont on n'a pas encore la date de sortie. Donc tout ça est un petit peu compliqué, c'est pas très clair, et je suis pas sûr que ça soit de nature à rassurer pour l'instant les consommateurs. L'interview de la semaine. Permettre aux marques de se démarquer à travers des campagnes publicitaires innovantes et éco-responsables, c'est le pari de Rainbow, une régie publicitaire créée en 2020, spécialisée dans l'affichage sur les taxis et des VTC exclusivement électriques ou hybrides. Implanté dans les 9 plus grandes agglomérations françaises, ce média dispose d'ores et déjà de 2500 chauffeurs partenaires. Pour en parler, nous recevons Christophe Goujon, cofondateur et CEO de Rainbow. Bonjour Christophe Goujon. Bonjour Eric. Vous êtes cofondateur de Rainbow, une entreprise spécialisée dans l'affichage publicitaire sur les taxis et les VTC électriques. Pouvez-vous nous présenter Rainbow en quelques mots, l'activité, la date de création, le nombre de salariés, les implantations, etc. Avec plaisir. Donc effectivement, du coup, enchanté à tout le monde, à tous les auditeurs. Donc moi, je suis Christophe, je suis un des cofondateurs de Rainbow. Donc Rainbow, c'est le premier réseau d'affichage publicitaire sur les taxis et VTC qui sont 100% électriques et hybrides en France.
On s'est créé en plein pendant le Covid en 2020. Enfin, l'idée en gros a émergé en 2020. Aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs. On est présent dans les 11 plus grandes agglomérations françaises. On ouvre des villes, on va dire, tous les trimestres. Voilà. Que dire de plus? On a lancé aussi récemment de l'affichage publicitaire sur des vélos taxis à Paris, en partenariat avec la première entreprise de vélo taxi à Paris qui s'appelle Turtle. D'accord. Voilà. Vous êtes à l'origine, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce type d'activité? Vous étiez dans la pub ou dans l'écologie ou dans les taxis? Non, bonne question. On était plutôt du côté mobilité de la force. En fait, moi, je travaillais au sein d'une plateforme VTC pendant un peu plus de 5 ans. Donc, j'ai connu, on va dire, l'arrivée des VTC en France. Voilà. Donc, moi, je m'occupais plutôt de la partie marketing et communication. D'accord. Et en fait, à l'époque, on avait lancé une gamme de VTC via cette plateforme qui était 100% électrique, qui était la première en France. Et on s'était dit comment on va faire pour faire connaître cette offre-là. Ouais. Et on avait proposé aux chauffeurs à l'époque d'avoir une baisse du prix de la location de leur véhicule 100% électrique contre le fait de rouler avec la publicité de cette plateforme. Ouais. Et ça avait super bien marché du côté chauffeur parce que eux, c'était une baisse directe de leur charge mensuelle, quoi. Bien sûr. Liée à leur activité. Et puis nous, d'un point de vue marque, on avait pas mal augmenté en termes de notoriété. On était dans le top 3 des applications les plus connues en France, enfin notamment en Île-de-France. Et donc on s'était dit, il faut offrir cette visibilité-là à un maximum d'annonceurs en France. Voilà. D'accord. Donc vous êtes en fait comme toutes les régies publicitaires, un intermédiaire entre le support et puis l'annonceur. Donc vos clients, c'est qui? C'est les VTC ou c'est les annonceurs? Très bonne question. En fait, nous, on a 3 pôles en interne, mais avec 2 clients, on va dire, 2 types de clients. On a, dans un premier temps, en fait, tous les taxis VTC qui sont électriques et hybrides. Et donc, on a lancé une communauté de chauffeurs partenaires qui est présente, donc, comme je le disais, dans ces 11 plus grandes agglomérations françaises. On a un peu plus de 2500 chauffeurs partenaires. Et de l'autre côté, donc on échange avec les agences médias et les annonceurs en direct. Et nos clients, donc pour vous citer quelques secteurs, donc le tourisme et les loisirs fonctionnent très très bien historiquement sur ce média-là. On a beaucoup de mobilité, de la restauration, les entreprises de livraison de plats à domicile. Ouais. On a pas mal de médias et entertainment aussi qui jouent pas mal le média. On a le secteur automobile. Étonnamment, on commence à peine à discuter avec les constructeurs automobiles et le secteur automobile. Mais cette année, en tout cas, on a bon espoir de les amener aussi sur le média. Voilà, donc on n'a pas de secteur de prédilection. Nous, on s'interdit juste d'afficher en fait les marques d'alcool, les alcooliers, parce qu'on pense que l'alcool et véhicules, ça fait pas forcément bon ménage, quoi. D'accord. Vous avez des accords avec les plateformes de VTC, type Uber ou autre, ou est-ce que vous négociez directement avec les chauffeurs sans passer par les plateformes? Non, alors historiquement, on s'est lancé vraiment. Nous, on a un parcours d'inscription qui est autonome sur notre site ou depuis l'application Rembo pour les chauffeurs. Donc en général, c'est plutôt les chauffeurs qui s'inscrivent d'eux-mêmes. Ils le font en gros de manière indépendante. On n'a pas d'accord en particulier avec les plateformes à date. Et c'est prévu ou pas? Non, pas forcément. On échange. Enfin, les plateformes, on a déjà envoyé des newsletters. Les plateformes ont envoyé des newsletters en vantant les services de Rembo auprès de leur base. Donc en fait, on bosse plutôt main dans la main avec eux, hein. Nous, on apporte un complément de revenus aux chauffeurs qui ont décidé de transiter vers des véhicules électriques et hybrides. Donc on concurrence pas du tout les plateformes. Donc on travaille plutôt intelligemment avec eux, quoi. Ce complément de revenus, on peut en parler ou c'est top secret? C'est de quel ordre? Non, bien sûr. Nous, alors, ce qui joue sur la rémunération des publicités pour les chauffeurs partenaires, ce sont les formats d'affichage et la durée forcément de la campagne. Une rémunération du coup pour un chauffeur sur une campagne d'1 mois, ça peut aller de 120 € à 250 €. Voilà.
D'accord, très bien. Alors comment fonctionne le processus de candidature? C'est-à-dire que moi, je suis chauffeur VTC, par exemple, j'ai envie d'amortir un petit peu mes frais en affichant de la pub sur ma voiture. Je fais quoi? Je vais sur le site Rembo et puis Exactement. Ben, en fait, c'est ultra simple, hein. Ça prend moins de 5 minutes l'inscription. Il y a même moins de 2 minutes. Donc, vous allez soit sur le site, soit vous téléchargez l'application Rembo, accessible depuis les stores iOS ou Android. D'accord. Vous rentrez vos coordonnées, votre activité, est-ce que vous êtes VTC taxi, le modèle de votre véhicule, et ensuite derrière vous envoyez donc les documents qui nous permettent nous de valider que les informations sont correctes. On a une équipe en interne qui valide justement l'inscription, et ensuite derrière vous avez accès à l'application Rembo, qui vous permet de candidater directement aux campagnes qui sont disponibles dans votre région. Et est-ce que vous avez un processus de sélection des chauffeurs? Parce que est-ce que par exemple vous avez un recoupement avec la notation des chauffeurs qu'on connaît tous dans les applications de VTC, de façon à sélectionner entre guillemets les meilleurs? Non, alors nous, notre premier critère de sélection, c'est la motorisation des véhicules, hein. Nous, on est uniquement sur des véhicules électriques ou hybrides. Ouais. On n'a jamais floqué un véhicule thermique. Donc ça, c'est notre positionnement, on va dire. Ouais. Ensuite, derrière, l'application en fait permet de suivre les déplacements des véhicules. Nous, donc c'est bien sûr compliant avec la RGPD. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir grosso modo sur une campagne combien il y a eu de déplacements, les zones de déplacement, pour pouvoir faire des reporting après aux annonceurs. Ouais. Comment vous mesurez justement l'efficacité des campagnes publicitaires? Quels sont vos KPI, sur quelle data vous vous fondez pour dire, eh bien, telle voiture a été vue, comme on dit sur Internet, il y a eu tel nombre d'impressions. Des impressions. Ouais. Voilà, comment ça fonctionne? Ben, en fait, nous, le cousin, de l'impression dans le digital en affichage extérieur, c'est l'ODV, donc l'occasion de voir. Donc nous, on mesure les ODV. Et en fait, dans les différents KPI qu'on fournit aux annonceurs, donc vous avez les kilomètres parcourus par la publicité, les heures en mobilité. Alors, ça veut pas dire que, bien sûr, un véhicule, par exemple, un taxi, quand il stationne à une station de taxi, ça veut pas dire que la publicité n'est pas vue. Mais en tout cas, nous, on valorise également les kilomètres parcourus et les heures en mobilité, et les fameux ODV, donc les occasions de voir. Et donc, pour les ODV, on a fait un peu plus d'1 an et demi de recherche de R&D là-dessus, avec des data scientists et notre CTO, donc directeur technique. Et en fait, on a cartographié les flux de mobilité. Donc, on a accès à des données de mobilité en temps réel. On a acheté aussi des données en parallèle, et on vient superposer cette cartographie des déplacements des cyclistes, des piétons et des automobilistes à la cartographie des déplacements des véhicules partenaires, des chauffeurs partenaires des taxis VTC Rembo, et ce qui nous permet en fait de sortir justement une cartographie des déplacements des véhicules avec toutes les données que je vous ai citées juste avant. D'accord. Alors, vous dites sur votre site que vous êtes convaincu que la publicité peut et doit être un allié de la transition écologique, hein, je cite, et vous affichez une forte implication RSE, hein, responsabilité sociale et environnementale. C'est un vrai engagement, ou est-ce que c'est un peu un gimmick de communication? Sans vous accuser de faire du greenwashing, évidemment. Non, mais c'est une super question. En fait, moi, ça va faire bientôt 10 ans que je suis dans l'univers de la mobilité, et notamment, je vous disais qu'on avait lancé une gamme de VTC 100% électrique dans la plateforme VTC où j'étais avant. En fait, non, c'est une vraie. Pour moi, en fait, l'affichage doit être responsable, et les marques doivent faire attention au support qu'elles utilisent, au message qu'elles transmettent auprès de leur audience. Et nous, en fait, on veut s'inscrire typiquement dans cette mouvance. Au-delà des véhicules donc qui sont 100% électriques et hybrides, donc nous, on se positionne en tant que partenaire de transition côté chauffeur, mais côté annonceur, on s'arrête pas qu'à la motorisation. En fait, on a développé avec lors du lancement de Rembo, en fait, on a fait appel à un cabinet RSE qui nous a dressé une feuille de route sur la politique RSE, et donc qui s'arrête pas, comme je disais, juste à la motorisation. On a développé une calculette carbone, notamment,
qui permet de sensibiliser les annonceurs à vous faites une campagne d'affichage avec Rainbow sur des véhicules 100% électriques et hybrides. Combien d'émissions ça représente? Combien d'émissions de CO2 ça représente? Donc, on vient sensibiliser les annonceurs sur ça. On fait de l'éco-conception sur les gabarits. On a des imprimeurs qui sont labellisés Imprime Vert et Print Éthique. Donc, on fait attention aux matières qu'on utilise. Elles sont éco-sourcées. Au-delà de ça, toutes les émissions de CO2 qu'on n'a pas réussi à réduire, on vient les compenser dans un projet environnemental français qui est situé en Vendée et qui vise à reforester une friche qui a été détruite, un pan de forêt qui a été détruit à cause des intempéries qui sont déroulées en Vendée. Donc la RSE c'est pas une carte greenwashing ou de communication. Enfin, chez Rainbow ça fait partie intégrante de notre modèle et de notre politique et de notre positionnement. D'ailleurs, quand on s'est lancé il y a 4-5 ans, on avait entre les taxis VTC, c'était entre environ 15% des véhicules qui avaient transité vers des hybrides ou électriques. Donc c'était une vraie contrainte au lancement. Aujourd'hui, par exemple à Paris, on voit qu'il y a la fin des véhicules thermiques d'ici fin 2024. Donc aujourd'hui, on suit le mouvement, mais à l'époque, quand on s'est lancé, c'était pas du tout gagné, et on a fait le choix en fait dès le départ d'être électrique hybride. D'accord, donc vous avez une vraie cohérence dans tous vos choix, d'entreprise, de marketing même. Ça vous conduirait éventuellement à sélectionner des annonceurs et à refuser des annonceurs parce que vous considérez qu'ils ne correspondent pas à une certaine éthique qui est la vôtre? Alors ça c'est toujours un sujet un peu délicat. Nous, ce qui est sûr, c'est que par exemple l'alcool, on pourrait techniquement le faire. On a décidé de pas le faire parce que. Oui, mais ça c'est effectivement c'est une catégorie, c'est pas un annonceur en particulier. C'est-à-dire vous considérez que l'alcool n'est pas compatible avec la conduite automobile. Exactement. Et puis notre point de vue chez Rainbow, d'un point de vue commercial, c'est d'inciter les marques qui sont responsables à venir chez nous, en les prospectant en priorité et en leur offrant des tarifs qui sont favorables pour qu'ils puissent jouer notre média. Donc je pense notamment aux entreprises B Corp, je pense aux entreprises à mission où on fait un effort, même la culture, où on fait un effort particulier sur ces secteurs-là. D'accord. Au-delà de ça, nous on pense qu'on n'est pas à même de juger. Par exemple, souvent on parle de Total qui est pas forcément une entreprise. C'est l'idée que j'avais un peu en tête. Ouais. Voilà, Total, en fait, Total, c'est eux qui ont l'exploitation des bornes de recharge des véhicules électriques à Paris. Et faire la promotion des bornes de recharge électriques sur des véhicules électriques, a priori, d'un point de vue marketing et d'un point de vue image, communication et pertinence du média, je pense qu'on y est. Donc, on va pas s'interdire de bosser avec Total parce que voilà. C'était un peu ma question. Je me disais, si Total Energy vient vous voir en disant on veut faire la promotion de notre réseau de recharge de stations et de bornes de recharge électrique, est-ce que vous dites oui ou non? Ok, ouais, c'est clair, vous dites oui. Voilà. Et puis il y a aussi une autre chose. Nous, on a des concurrents directs, on a des concurrents indirects, et on est en concurrence avec tous les médias qui existent, la télé, la radio, Internet, la presse, etc. Donc, nous, notre vocation, c'est d'être le plus responsable possible. Autant inviter les annonceurs, même si eux ne le sont pas forcément sur tous les pans, à venir s'afficher sur notre média, parce qu'au moins on sait que nous, on maîtrise ce que l'on fait, on sait on propose de l'affichage sur des taxis, des VTC qui sont électriques et hybrides, on le fait de manière éco-responsable. Donc j'ai envie de dire, autant que ces annonceurs-là viennent chez nous plutôt que chez la concurrence, parce que c'est double peine. Ok. Christophe, j'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique ? Alors moi je roule en vélo. Vélo électrique. Je sais pas. J'ai pas de véhicule. J'utilise beaucoup le train quand je descends dans le sud-ouest par exemple ou quand je me rends sur des campagnes. Mais au quotidien j'utilise le vélo. Et quand vous descendez dans le sud-ouest en train, vous arrivez à vous mettez votre vélo dans le train ou pas du tout? Non. Honnêtement, non. Train, et puis après, je peux me déplacer en véhicule sur place. Mais non, c'est en train. Très bien. Alors, en fait, c'était l'avant-dernière question parce que j'ai une autre question, effectivement, qui concerne votre actualité. Vous avez conclu un partenariat avec une société qui fait du taxi vélo, c'est ça? Exactement, ouais. C'est Turtle.
C'est la première compagnie de vélo-taxi à Paris. D'accord. Et donc là, vous avez conclu aussi un deal d'affichage sur les vélos. Exactement. Donc nous, en fait, on est leur régie, on est en exclusivité régie officielle de Turtle. Donc en fait, nous on commercialise l'affichage qui est à l'arrière des vélos. D'accord. Et en fait, sur les taxis VTC, en fait, l'avantage de ce média-là, c'est qu'il est ultra couvrant. Donc, qui permet en fait de couvrir une agglomération dans sa globalité et qui permet aussi de faire émerger les campagnes et les prises de parole des annonceurs. D'accord. À contrario, l'affichage sur les vélos-taxis, c'est plus un support tactique, on va dire, qui permet, par exemple à Paris, de cibler le cœur historique de Paris, le cœur. Voilà, ils font de l'écotourisme avec des audioguides, etc. Donc en fait, les parcours qu'ils font, c'est Montmartre, c'est la Tour Eiffel, c'est Arc de Triomphe, c'est les Champs-Élysées, c'est tous ces lieux-là qui sont voilà. Donc nous, ça nous permet en fait d'avoir un complément média, un média qui est complémentaire au taxi VTC, en offrant du coup une visibilité qui est plus tactique, comme je disais aux annonceurs. Donc on a des annonceurs qui font que du taxi VTC, d'autres qui font les deux, d'autres qui font que du vélo. Voilà. D'accord. À quoi ressemblent ces vélos taxis? Ce sont des vélos à 3 roues avec 2 places derrière pour 2 passagers, c'est ça? Exactement. Ok. C'est exactement ça. D'accord. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Christophe Goujon, je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Rainbow, et ça s'écrit RAINB2OH et non pas comme l'arc-en-ciel, une entreprise spécialisée dans l'affichage publicitaire sur les taxis et VTC électriques. Merci beaucoup. Merci Eric, à très vite. Les auditeurs envoient les watts. Dans le précédent épisode du podcast, nous avions lancé un débat sur les équipements d'infodivertissement installés à bord des voitures électriques. Johan suggérait qu'une approche comme celle de Citroën avec la IC3 était intéressante, permettant d'utiliser son smartphone et une application comme tableau de bord, moyennant un prix moins élevé de la voiture. Voici ce qu'en pensent ceux qui ont réagi. Bonjour à tous, je voulais répondre au dernier débat là, sur le podcast sur la présence d'un écran ou non dans une voiture. Et moi je suis favorable effectivement à un système moins onéreux qui serait soit un écran basique on va dire avec réplication smartphone, et on utilise Android Auto, Apple CarPlay, et du coup on se passe du développement d'un système informatique complexe qui est aussi coûteux. Il n'y a pas que le coût de l'écran, je pense. Soit effectivement un support smartphone comme ça va être proposé dans la C3 avec une application. Il faudrait qu'elle soit quand même bien, l'application, parce que si c'est une application un peu naze, ça peut être assez pénible. Soit un support smartphone tout court, sans application dédiée, et puis on lance ses applis de navigation ou autre. Donc voilà, ça je pense que ça peut être très intéressant, notamment pour des petits véhicules dont on veut qu'ils soient abordables, pour des véhicules qui vont être amenés à rouler pas mal, pour partir en vacances, en week-end, pour les gros rouleurs qui roulent beaucoup professionnellement, et c'est mon cas personnel. Moi je suis quand même favorable sur certaines gammes de véhicules type Scénic 3008, Tesla Model Y, Model 3, etc., Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, d'avoir quand même un truc embarqué qui soit propre avec un écran et de pas avoir à utiliser son smartphone. Pour ma part, voilà un système avec Android Automotive tel qu'on l'a chez Renault par exemple, qui est très bien, ou le système Tesla que je trouvais très bien aussi. Ça me paraît quand même pas mal. Ça a un certain coût, mais on est sur des véhicules d'une gamme un petit peu plus élevé, et à mon avis ça s'absorbe dans la masse du prix du véhicule plus facilement. Mais par contre oui, pour les petits modèles citadins amenés à sortir des villes certainement aussi, mais des petits modèles qui sont censés être beaucoup plus abordables en termes de coût, oui à la réplication smartphone sur un petit écran, et oui aussi au support avec une application dédiée comme va la proposer la Citroën C3, à voir si l'application sera bien, parce que c'est quand même un sujet. Voilà. Bonjour à toutes et tous, Gary d'Arras. Je rebondis un petit peu sur la question, la réflexion posée dans le podcast que j'ai écouté seulement aujourd'hui, à propos de l'infotainment, pour parler français, des écrans dans les véhicules. Moi j'ai toujours trouvé que ça datait en fait les voitures, et que généralement on se rend vite compte quand cette voiture-là elle a 5 ou 10 ans, on arrive rien qu'à la finition de l'écran, finalement au format de l'écran, à deviner l'époque de la voiture. Par contre, chose qui est assez importante je trouve,
Moi, je voudrais vraiment qu'on interdise les combinés centralisés, là où toutes les informations sont dessus. On doit au moins avoir un affichage de vitesse devant soi, quoi. Soit sur affichage head-up display, là, donc dans le pare-brise, ou soit un compteur classique derrière le volant, quoi. Clairement, faut vraiment arrêter avec toutes ces infos centralisées. Je trouve que ça nuit vraiment au confort et à l'intuitivité dans la conduite. Enfin, clairement, pour moi, ça devrait être une norme. On devrait arrêter avec ces compteurs centralisés et éventuellement pourquoi pas remplacer ceci par une tablette amovible ou autre. Mais on doit avoir un combiné devant soi, hein. Moi, je suis assez puriste là-dessus. On doit pouvoir avoir les informations sous les yeux et pas devoir détourner le regard pour suivre ne serait-ce que des petites informations d'usage. Oui, c'est encore Gary d'Arras. Je rebondis sur ce que je viens de proposer à propos de l'affichage de la vitesse. Il faut absolument, j'espère que les constructeurs pourront écouter ceci, qu'ils nous mettent des affichages de la température de la batterie dans le combiné d'instruments. Avant, on avait la température du liquide de refroidissement. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas la température de la batterie. Il n'y a que très peu de constructeurs qui le font et ça peut être très utile quand on doit gérer sa température pour la recharge ou justement en cas de surchauffe si on a une conduite sportive sur circuit, bien entendu, vous aurez compris. Enfin bref, on doit pouvoir avoir une information claire sur l'état de la température de sa batterie. Pour moi, c'est indispensable. L'essai de la semaine. Cette semaine, nous avons mis de côté la version hybride du nouveau Peugeot 3008 pour nous intéresser à sa déclinaison 100% électrique. Alors que vaut cet autre SUV familial Made in France? Écoutez plutôt ce qu'en pense Maxime Fontanier, notre essayeur maison. Le nouveau Peugeot i3008 se décline en version hybride ou 100% électrique, comme le modèle que nous essayons ici. Au niveau des dimensions, ce SUV familial mesure 4,54 m de long pour 1,90 m de large et 1,64 m de haut. Il est donc plus court que le Tesla Model Y, qui fait figure de référence dans cette catégorie, mais il est presque aussi large et un petit peu plus haut. Ce nouveau Peugeot i3008 repose sur une toute nouvelle plateforme. Il peut être soit en traction, soit en 4 roues motrices avec 2 moteurs. Mais dans un premier temps, c'est les modèles traction qui sont vendus. Donc c'est le modèle que nous essayons ici. Il reçoit donc un moteur synchrone à aimant permanent qui va offrir 210 chevaux et qui va entraîner les roues avant, moteur situé sous le capot avant, donc on n'a pas de frunk. Et ce moteur est alimenté par une batterie de type nickel manganèse cobalt d'une capacité de 73 kWh net utile. Le modèle essayé ici reçoit des batteries fabriqué chez BYD, le constructeur chinois, mais très rapidement, les cellules seront fabriquées en France chez ACC, donc une fabrication 100% française. Le modèle que nous essayons ici est en finition haut de gamme GT. Concernant la consommation, le constructeur annonce une consommation mixte de 17,4 kWh au 100 sur cette version GT tout équipée avec les grandes jantes. Donc c'est la consommation maxi mixte du constructeur. Dans la réalité, les 17,4, ce sera la consommation minimum en usage urbain. Là, vous voyez, quand je regarde l'ordinateur de bord, je suis à 21,4 kWh au 100 sur 121 km, sachant qu'on a d'excellentes conditions, puisqu'il fait 18 degrés, c'est sec, et puis ça grimpe pas trop sur le parcours que j'ai pris. C'est pas aussi bien qu'un Tesla Model Y, évidemment, mais c'est mieux qu'un Hyundai Ioniq 5 par exemple, qui est lui aussi très lourd. C'est mieux aussi que la BYD Seal U. On va avoir une autonomie réelle qui va osciller entre 280 km sur autoroute, 300 km grand maxi, et 400 km, 410 km en usage mixte normal. Donc c'est dans la moyenne de la catégorie. Maintenant, ce n'est pas faramineux par rapport au niveau de performance qui est quand même moyen, on l'a dit. Et nous voici chez Ionity, station de recharge rapide en courant continu, où notre Peugeot i3008 peut charger théoriquement jusqu'à 160 kW de puissance. Maintenant, moi, je suis arrivé avec un peu plus de 50% de batterie et il n'a pas dépassé les 100 kW. Il est même descendu assez vite en dessous des 60 kW de puissance. Donc, c'est pas le plus rapide en charge. C'est mieux
on va dire, qu'un BYD Seal U, mais c'est beaucoup moins rapide qu'un Tesla Model Y. D'ailleurs, vous en voyez juste en face. Eux peuvent charger jusqu'à 170 kW, voire 250 kW sur les versions 4 roues motrices de moteur. Sur du courant alternatif, le chargeur embarqué de 11 kW permettra quant à lui de faire un plein en un peu moins de 5 heures, si vous avez une borne de 11 kW bien sûr. Parlons maintenant du tarif qui démarre à 45 000 € sur la finition Allure et 47 000 € sur cette finition haut de gamme GT. Donc c'est quand même relativement cher, c'est plus cher que Tesla, c'est également plus cher que le futur Renault Scénic, et en plus il va falloir rajouter pas mal d'options puisque la pompe à chaleur est facturée 800 €, et vous l'avez vu, il y a pas mal d'options à plus de 1200 €. Là, au total, j'en ai pour plus de 6000 € d'options. Donc, ça fait quand même un véhicule qui va dépasser les 50 000 € et qui va donc dépasser le tarif d'un Tesla Model Y grande autonomie qui sera 2 fois plus performant et offrira un peu plus d'autonomie malgré ses performances. Comme ce Peugeot 2008 est fabriqué en France, il bénéficiera d'un bonus de 4000 €. Et pour ce qui est de la maintenance, le constructeur annonce des révisions tous les 2 ans ou 25 000 km. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!